Comme vous l'avez pu le voir, c'était vraiment je résitais à faire parce que je me disais que la vidéo allait être très longue. Ça allait peut-être prendre 1 heure ou 1 heure 30 ou 2 heures. J'ai préféré un peu faire en deux parties. Donc c'est pour ça que si vous voulez voir la première partie un peu sur le truc un peu de Who's the Best England que j'ai fait il y a euh, de cela quelques temps un peu sur la page d'abord Patreon et puis sur la page qui va sortir après sur la page comment on appelle ça, qui va sortir sur la page principale des trucs. On continue toujours dans notre comment on appelle ça, notre parcours un peu des joueurs anglais. Et comme je dis, hein, c'est un truc un peu plus subjectif où je ne prends pas forcément comment dire, je ne prends pas forcément je ne suis pas c'est pas forcément objectif, ça ne se base pas là-dessus, ça passe beaucoup sur mon ressenti, ce que je connais, ce que j'ai cherché, ce que j'ai lu. S'il y a des gens dans les commentaires qui peuvent encore me dire encore s'il y a des personnes un peu qui ont beaucoup plus aimé un peu dans le football anglais, ils peuvent me le dire, il n'y a pas de souci. Là, c'est juste mon avis truc. Et après, comme je disais, j'étais en train de parler de Wayne Rooney. Wayne Rooney, on va parler un peu de celui qui est un peu notre compère un peu de l'attaque à l'époque, qui était Michael Owen. Michael Owen, un peu, pour moi, c'était un prodige aussi. Autant, peut-être même, souvent on a l'impression que Wayne Rooney était un plus grand prodige que lui, mais Michael Owen, je pense qu'il était beaucoup, beaucoup plus prodige que Wayne Rooney, hein, parce qu'on parle de quelqu'un qui était 2 fois meilleur buteur du championnat anglais à juste l'âge de 17 et 18 ans. Adolescent, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu d'adolescent qui a été meilleur buteur de la première ligue jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose que Michael Owen faisait. On voit un peu encore euh, certains trucs qu'il a réussi à la Coupe du Monde 98 et là où il a percé dans le monde entier après son fabuleux but contre l'Argentine. Et on va aussi pouvoir parler aussi de sa fabuleuse saison 2001 où il avait fait le quintuplé. Je crois que c'était Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue, trophée des champions, Super Coupe d'Europe et Coupe de l'UEFA. Saison extraordinaire qu'il avait fait et qui a fait qu'il devienne Ballon d'Or cette année-là, Ballon d'Or 2001. Et un ballon d'or complètement mérité, hein, d'ailleurs. Michael Owen est le dernier ballon d'or anglais. Mais qu'est-ce qui a fait un peu le truc, couper court un peu, c'est les blessures. Encore toujours ces blessures-là. Et ce qui fait qu'à 24 ans, 25 ans, il n'était plus le même joueur qu'à l'âge de 18 ans et tout. Il n'avait plus la même force sur les appuis, les trucs. Mais sinon, c'était, à son prime, c'était vraiment, vraiment, vraiment un prodige du football. Notamment par le fait qu'il a, notamment par le fait qu'il a explosé rapidement avec l'équipe nationale et Liverpool. Donc moi franchement il fait aussi partie des classements des joueurs les plus impressionnants que j'ai vu en Angleterre, même si ça a été court. Et c'est le dernier ballon d'or anglais où tout il mérite de passer. C'est vrai que son héritage il a un peu masqué un peu parce qu'il n'a pas duré il n'a pas été long sur la durée en termes de haut niveau, mais quand on se rappelle son prime avant ses blessures et tout, on parle d'un quelqu'un qui a été ballon d'or à 21 ans, 22 ans et tout. Il faut se rappeler que Michael Owen était un grand joueur de football à son prime, même si ça n'a pas duré. Ça a été, on va dire, 3, 4 ans, 5 ans et tout. Après ce Michael Owen, je pourrais aussi parler d'un autre joueur qui m'a complètement marqué, euh, Paul Gascoigne. Paul Gascoigne, pour moi, est le joueur anglais le plus tragique. C'est-à-dire, si vous voyez une version de Paul Gascoigne qui a été réussie, c'est un peu Wayne Rooney. C'est-à-dire que Paul Gascoigne, s'il avait une carrière prestigieuse, qui avait eu des trucs, il aurait été Wayne Rooney. Du tout. Mais ces problèmes d'alcoolisme, ces problèmes de trucs, ont fait que il n'est pas une carrière si impressionnante, mais c'est un joueur qui a marqué l'Angleterre. Le personnage a marqué l'Angleterre.
Tu ne peux pas parler du football anglais de la fin des années 80 et du milieu des années 90 sans parler de Gascoigne. Gascoigne est un personnage plus ou moins un peu, on va aller dire un peu romantique, un peu du football anglais par ses déboires et par ses démons et ses déboires un peu plus ou moins qu'on a plus ou moins qu'on le romantise maintenant un peu avec temps. Il reste, moi je sais que quand je regarde souvent Gascoigne, je regarde la Coupe du Monde 90, là il avait été extraordinaire. La Coupe du Monde 90 avec l'équipe nationale avait été extraordinaire avec lui. Surtout, même les matchs où ils avaient perdu contre l'Allemagne et tout, il a été incroyable pour le Gascoigne, technique. Bref, tout le truc, le fighting spirit. Vous voyez Wayne Rooney, imaginez un Wayne Rooney qui avait fait toute sa carrière au milieu des terrains. Milieu de terrain, c'est ça Gascoigne. Wayne Rooney, il rappelle Gascoigne. Il rappelait Gascoigne. Gascoigne, c'est un peu le même, c'est un peu le même talent, c'est un peu le même, la même façon de jouer. C'est le même vista et autres, tout mélangé à ce fighting spirit là. C'est un joueur anglais qui est peut-être le plus tragique et le plus romantique, dont la fin un peu triste. Il y a un très beau documentaire un peu qui explique un peu pourquoi ça a été compliqué un peu dans sa vie avec l'alcoolisme, surtout dans l'environnement dont il a grandi un peu qui n'était pas facile et autres tout. Il est un peu dans la longue liste de ces grands talents anglais qui ont les trucs. Et pour moi, un joueur qui a marqué un peu son époque aussi, pas forcément uniquement par le jeu, mais par la personnalité et le profil un peu tragique un peu qu'il a été. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui on en parle encore. Alors que quand tu regardes la carrière en tant que tel, lui, il y a des bonnes piges à Newcastle au début de sa carrière quand il est un jeune prodige. Il y a des bonnes piges plus ou moins à Tottenham. La Lazio, c'est pas trop ça, mais après ses grandes saisons, c'est à Glasgow, mais à Glasgow, il est déjà un peu passé son prime. Puis il y a cet Euro 96 où il revient un peu au top un peu de sa forme. La Coupe du Monde 90, où il est extraordinaire, un peu plus ou moins tous les matchs. Mais globalement, sa carrière est entre fichiers comme ça. Mais c'est le personnage qui sort un peu du lot, ses facéties, ses interviews, ces trucs. C'est pour ça qu'il reste un personnage encore marquant un peu de l'histoire du football anglais, plus pour moi. Après cela, on va encore plus ou moins parler encore d'autres joueurs. Comment ne pas évoquer peut-être techniquement le plus grand joueur anglais, de par son palmarès, de par la stature qu'il a ôté, je dirais même encore, peut-être aussi le plus grand joueur de l'histoire de Manchester, hein. Si on doit parler d'un grand joueur de l'histoire de Manchester, c'est Bobby Charlton. Charlton, c'est un immense joueur de football. Bobby Charlton, c'est tu me parles, c'est l'homme d'un club. C'est l'homme d'un seul club, plus ou moins. Quand tu parles de Bobby Charlton, tu parles de Manchester United. Bon, il n'a pas fait toute sa carrière à Manchester United. Il a été en même temps à Preston. C'était à la fin de carrière à Preston, à Watford et tout. Mais la grande majorité de sa carrière s'est fait à Manchester United. Plus ou moins, c'est vraiment fait à Manchester United. Et quand on pense aussi à la seule victoire internationale un peu de l'Angleterre, la seule victoire internationale de l'Angleterre a été faite quand Bobby Charlton était un fabuleux joueur de football, hein. Immensement technique, immensement truc, quelqu'un qui pouvait jouer attaquant et deuxième attaquant qui est aussi un milieu de terrain et autres et tout, parfois même un peu numéro 10 un peu à l'ancienne. C'était très 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 belle, et lui avait le fabuleux trio qu'il a formé avec Denis Law et George Best un peu à Old Trafford, là, celui qui a apporté, je pense, c'est la première Ligue des Champions, hein. Je pense la première Ligue des Champions de Manchester, c'est eux qui l'ont donné, hein. Ouais, je pense que c'est la première Ligue des Champions. Ouais, la première Ligue des Champions, hein, et tout, qui l'ont donné. Une carrière où il a tout gagné, hein. Il a gagné Ligue des Champions, Ligue des Champions, il a gagné une Coupe du Monde, il a été 3 fois vainqueur du championnat anglais. C'était pas encore la première ligue à l'époque.
et tout, un grand joueur de son temps, un immense champion. On peut aussi dire aussi que lui, même si son record de meilleur buteur de Manchester a été battu par Wayne Rooney. On ne peut pas nier que, ouais, je sais pas, j'arrive pas à mettre autre grand joueur. Quand on parle de Manchester, s'il y a un gars qui doit toujours être euh, le plus grand joueur de Manchester, c'est lui, hein. C'est lui, hein. On parle souvent de Cantona pour la première ligue. Souvent les gens parlent Cantona. Là, les gens disent un peu Wayne Rooney et tout. Cristiano Ronaldo, c'est un peu différent. Je sais pas. Cristiano Ronaldo, il paye un peu le fait de ne pas avoir duré à Manchester. Donc là, je fais un peu cette parenthèse là. Il paye un peu le fait de n'avoir pas duré à Manchester. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de le mettre comme un des plus grands joueurs de l'histoire de c'est mettre comme le plus grand joueur de l'histoire de Manchester, tu vois un peu. Parce que même si il a duré plus ou moins 6 saisons, son prime a été à partir de 2 saisons et demie, 2007, 2008 et 2009. Et même s'il a marqué la première ligue, on va pas nier ça. Cristiano Ronaldo, sa grande legacy qui reste, c'est beaucoup le Real Madrid. Même si il a marqué la première ligue dans sa période de prime et tout. Alors que Wayne Rooney, il a gagné beaucoup plus en longévité un peu, comme il a duré beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que Wayne Rooney à Manchester est au-dessus de Cristiano Ronaldo. En tout cas pour moi, et tout. Et Bobby Charlton, pour moi, est emblématique en termes d'emblème qui représente pour Manchester. C'est le plus grand joueur de Manchester. Et pour moi, peut-être même, encore aujourd'hui, peut-être même encore le plus grand joueur anglais de tous les temps. Le plus grand joueur de tous les temps. Le seul qui aurait pu détrôner ça s'il avait une victoire hors compétition, que compétition internationale, c'est Wayne Rooney. Mais depuis là, moi, je n'arrive pas encore à mettre quelqu'un au-dessus de Bobby Charlton dans l'histoire du football anglais. C'est complètement subjectif, mais dans ma perspective, je n'arrive pas encore. Comment ne pas parler de Jimmy Greaves? C'est difficile de parler du football anglais sans toutefois parler de Jimmy Greaves. Jimmy Greaves, c'est peut-être le plus grand avant-centre de l'histoire du football anglais. Le gars, c'était une machine à but, pied droit, pied gauche, sens du placement. Il était toujours très relax dans le truc. C'est quelqu'un que j'ai découvert vraiment sur le tard, Jimmy Greaves. Jimmy Greaves, quand tu recommences à avoir un peu la curiosité, à un moment donné, j'avais la curiosité de savoir mais qui est même le meilleur buteur de l'histoire un peu de la première ligue. C'est quand je suis tombé sur ce Jimmy Greaves là et tout, dont tout le monde en parlait, qui est l'idole même de celui que je considère même comme un peu jusqu'à aujourd'hui, même encore l'un des plus grands neufs de l'histoire du football anglais, dans l'ère un peu plus ou moins moderne du foot, Alan Shearer, qui est un peu l'idole d'Alan Shearer, parce que pour moi, dans ma tête, je pensais souvent que c'était Alan Shearer que je considérais un peu comme le meilleur buteur, le meilleur avant-centre de l'histoire du football anglais. Quand je parle avant-centre, je parle pas d'attaquant, je parle vraiment de neuf buteurs qui a un peu ce côté où il sait se placer, là, vraiment les neufs à l'ancienne et tout. Et à côté d'Alan Shearer, il y a Jimmy Greaves, quoi. Jimmy Greaves, c'était le truc, mais son histoire est un peu particulière. Quelqu'un qui a eu une très belle carrière d'abord à Chelsea, où il a énormément de trucs. Après, il a une petite pige au Milan, où il a joué 10 matchs, et il a marqué 9 buts. Pour vous dire un peu, le mec. Il a une petite pige au Milan, un peu à un moment donné d'une saison, où il est venu, je pense, c'était comme s'il était venu au Mercato. Il a marqué 10 buts. Il a joué 10 matchs, il a fini 9 buts, ils ont gagné la Serie A un peu à cette époque-là. Et puis aussi, sa grande période et le club qu'il a le plus marqué est Tottenham. Parce que c'est à Tottenham où il a écrit vraiment ses lettres de noblesse. Truc là-bas, je dis souvent Glenn Hoddle le plus truc, mais quand on regarde avec le recul un peu sa carrière, Tottenham a gagné 2 cups avec lui, il a gagné aussi 2 Charity Shield. Et plus ou moins, ils ont fini à gagner une coupe d'Europe qui était la coupe des coupes un peu à 62-63, un peu sur son égide. Je pense que c'est le meilleur buteur même de l'histoire de Tottenham. Une très grande légende de Tottenham et tout. Et il fait partie aussi de l'équipe de 66 qui était partie à la Coupe du Monde et qui a gagné la Coupe du Monde. Mais son histoire est un peu triste en équipe nationale par rapport à ça.
À la base, il était titulaire dans l'équipe et plus ou moins il s'est blessé au premier tour un peu de la Coupe du Monde et fait de l'histoire, il a été remplacé par Geoffrey Hurst. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore les remplacements. Je pense pas qu'il y ait encore les remplacements dans les matchs. Je suis pas sûr, mais il n'y avait pas trop de remplacements dans les matchs, ce qui fait que il est resté au banc jusqu'à la fin de la compétition et Geoffrey Hurst même est entré plus dans l'histoire que lui. Si on se souvient bien, Geoffrey Hurst, c'est celui qui fait le triplé contre l'Allemagne et autres, tout le triplé contre l'Allemagne en 66. Et l'histoire a retenu Geoffrey Hurst et Jimmy Greaves. Plus ou moins, si tu n'es pas anglais et que tu ne fais pas tes recherches, tu ne sais pas qui est Jimmy Greaves. Et pourtant, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Alors que, et c'est pour ça que je dis souvent, les Coupes du Monde, l'équipe nationale, c'est ça qui te donne le prestige, là. N'en déplaise à certains, là, comme vous voyez, là, qui apparaissent, là, sur l'écran, là. Les Coupes du Monde te donnent un prestige particulier. Et Jimmy Greaves, c'est quelqu'un qui, même s'il est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire, il était même d'ailleurs même le meilleur buteur de la sélection pendant très longtemps et tout. Le fait qu'il n'ait pas eu brillé en équipe en tournoi international, ça a joué un peu aussi sur la legacy qu'on voit du gars, même si c'est un immense joueur, un immense buteur et un immense truc. Bref, un gars aussi qui est à découvrir et autres et tout, et qu'on ne peut pas citer si tu parles du football anglais. Je parlais de Jimmy Greaves. Comment ne pas parler maintenant de Alan Shearer? Alan Shearer est sans aucun doute le plus grand neuf de l'histoire de la Première Ligue. Pas du championnat anglais, mais de la Première Ligue. Parce que la Première Ligue, c'est une autre configuration un peu du championnat anglais. Car la Première Ligue, c'est 93 et autres et tout. Alan Shearer est vraiment un des plus grands attaquants de l'histoire de la Première Ligue et l'un des plus grands attaquants anglais et autres et tout. Dans ma tête, je le mets à côté de Jim Greaves. Les autres que dans ma tête, tout juste après Jimmy Greaves, c'est lui en fait. Alan Shearer, il était très truc et tout. Et Alan Shearer même a réussi, même un truc qui était incroyable, c'était d'amener Blackburn à devenir champion d'Angleterre à l'époque où c'était Manchester qui dominait. Rappelez-vous, dans les années 90, je crois que c'était en 95 et autres et tout. Il a amené à ce que Blackburn gagne un titre de Première Ligue et tout, avec lui qui était un peu à la manette, exactement un buteur, pied droit, pied gauche, sens du placement, sens du but et tout, un grand joueur. Et malheureusement aussi le problème d'Alan Shearer. Mais Alan Shearer n'a pas de titre, n'a pas un palmarès incroyable. C'est ça aussi qui fait que souvent quand les gars, tu demandes, surtout à la jeune génération un peu qui a été ce joueur là, c'est difficile un peu pour les gars de savoir et autres et tout. Une incroyable légende aussi de Newcastle. Je ne sais pas pourquoi il était parti à Newcastle à l'époque. Ah bon, c'était le Newcastle de 96-97. Il a fait énormément de trucs. Je crois que c'est même le meilleur buteur de l'histoire de Newcastle et tout. Fait toutes ces saisons à Newcastle parmi les meilleurs buteurs de la sélection. Mais Alan Shearer aussi, c'est l'homme de la Coupe d'Europe, un peu la Coupe d'Europe 96. Si je me souviens bien, la Coupe d'Europe 96, il est incroyable. Je me demande même pas s'il était meilleur buteur. Je pense qu'il était meilleur buteur à cette compétition-là. Si je me souviens bien. Oui, c'était lui qui était le meilleur buteur. Il était le meilleur buteur de la compétition. Une compétition qu'il avait réussi incroyablement à l'Euro 96. À l'Euro 96 même, sans ce match contre l'Allemagne là, où les gars, il faut une deuxième mi-temps un peu. Ils avaient dominé le match. Hein. Je me rappelle, si je me souviens bien, encore la demi-finale contre l'Euro 96. Là. Ils avaient dominé le match là. Moi, l'Angleterre là partait prendre son euro chez elle et tout. Et après, bon, quand l'Allemagne... Le but tombe sur l'Allemagne, il perd vite au but quand l'Allemagne avait ce geste complètement fou de Andrea Mola quand il marque le but décisif, le penalty décisif où il vient narguer un peu les supporters. Les supporters anglais un peu là et autres et tout. Et c'est ça, Alan Shearer est l'un des plus grands avant-centres de l'histoire, peut-être le plus grand avant-centre de l'histoire de la Première Ligue et globalement un joueur d'exception aussi, un très grand attaquant du tout anglais. Je ne peux pas ne pas parler de lui et il restera pour moi l'attaquant qui a marqué vraiment les années 90 pour moi. De ce que j'ai vu, en tout cas, moi je pense que c'est le plus grand défenseur anglais de tous les temps, Rio Ferdinand.
Rio Ferdinand, pour moi, c'est le plus grand défenseur anglais de tous les temps. Euh, Presque proche de l'autre que je vais citer après et tout, mais moi j'ai envie quand même de parler de Rio Ferdinand. Rio Ferdinand, c'est vraiment en termes de euh, déjà le physique et tout, mais aussi l'élégance, la technique qu'il avait, l'intelligence tactique qu'il a fait, le duo qu'il formait avec Vidic était incroyable. Et tout. Ferdinand était un très beau défenseur. Voilà. Il est, pour moi, l'un des plus grands défenseurs de trucs, il fait partie de cette Golden Generation qui malheureusement n'a jamais réussi à gagner un titre un peu avec l'Angleterre. C'est pour ça que moi, je les regarde souvent comme des fous en me disant, mais comment ces mecs euh, comment ces gars n'ont pas pu gagner un titre avec la génération de fous qu'ils avaient. Mais Ferdinand, il était tellement beau à voir jouer. Pour moi, je ne connais pas un défenseur anglais qui m'a marqué comme lui depuis. Depuis un défenseur anglais qui était aussi fort que Ferdinand. De trucs là-bas. Alors, on va me parler. Sol Campbell, oui, Sol Campbell, Leslie King et autres et tout. C'était des gars qui étaient trucs et autres et tout. Mais le meilleur de tous les gars là, c'était Ferdinand. Ferdinand était le meilleur. Il pouvait jouer dur sur l'homme, parfois il pouvait se comporter comme un libéraux. Oh, fabuleux défenseur, fabuleux défenseur. Et encore, il avait un physique aussi très robuste, un physique aussi haut, tout. Il n'hésitait pas à faire mal sur le joueur. Il pouvait être en même temps dur, en même temps classe. Non, Ferdinand et autres, tout. Ce que je le truc, c'est avec la génération dorée qu'ils ont eu là. Qui n'a rien gagné, c'est quand même catastrophique un peu, au risque de me répéter, mais Ferdinand est pour moi le plus grand défenseur de l'histoire de ce pays, hein, tout juste à côté de l'autre que je vais citer là, et autres et tout, pour aller toujours un peu plus en arrière, Bobby Moore. Bobby Moore et avec Ferdinand, mais même si je mets Ferdinand maintenant devant lui, les deux plus grands défenseurs de l'histoire de ce pays. Même si je mets Ferdinand un peu par rapport à un physique beaucoup plus fort que Bobby Moore. Et Bobby Moore, quand j'ai regardé les images et autres et tout, le gars, il était tellement propre, Bobby Moore. Il était tellement propre. Pour moi, c'est jusqu'à aujourd'hui, je pense, c'est le joueur le plus emblématique de l'histoire de West Ham. Et tout. Parce que je pense que c'est la seule fois que West Ham a gagné une Coupe d'Europe. Non, la dernière Coupe d'Europe, c'était avec Declan Rice et comment ça s'appelle, Paqueta, qu'ils avaient gagné en Fiorentina, la Coupe d'Europe, là. C'est pas l'Europa League, la Conférence Cup, je sais plus quoi, la Conférence League et autres et tout là, oui, qu'il a gagné. Oui, je compte ça comme Coupe d'Europe, c'est une Coupe d'Europe qui compte. Si je vois, c'est une Coupe d'Europe qui compte. West Ham a gagné ça. Mais avant ça, ils avaient gagné la Coupe des Coupes en 64 et en 65. Avec Bobby Moore qui était le capitaine. Et Bobby Moore est vraiment un défenseur qui était très bon sur l'homme, très truc, et surtout quelqu'un qui avait une capacité d'anticiper un peu avant de faire des fautes. Ça, c'est quelque chose comme ça. Là, j'aime beaucoup ce genre de défenseur qui était truc et tout. Et le pic vraiment de sa carrière, c'est en 70. En 70, ça fait ce fameux match contre le Brésil où il arrive plus ou moins à museler Pelé, ou Pelé le disait encore que c'était le joueur le plus dur qu'il a affronté sur un terrain. Bobby Moore aussi, voilà, quand je pense à truc, je pense à Bobby Moore, le capitaine de l'équipe nationale de 66 aussi, qui a gagné la Coupe du Monde. Il est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du foot et complètement l'un des meilleurs défenseurs, peut-être avec égalité Rio Ferdinand, meilleur défenseur de l'histoire de ce pays. La seule différence que je mets avec Ferdinand, c'est le fait que Ferdinand, il avait un physique beaucoup plus dominateur que celui de Bobby Moore. Maintenant, c'est vrai que quand les gens vont dire ah ouais, Bobby Moore, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné le truc. Ouais, oui.
Mais Ferdinand, il est encore à un autre niveau. Ce gars marqué à Ferdinand, c'est juste quoi. Euh, Encore un accomplissement avec l'équipe nationale. C'est un accomplissement avec l'équipe nationale, voilà quoi. Donc, c'est tout. Mais pour moi, quand tu parles des deux défenseurs les plus impressionnants de l'histoire du football anglais, c'est là. Où tu me parles de Ferdinand, où tu me parles de Bobby Moore. On va prendre les trois là. Je vais prendre complètement les trois là. Je vais pas parler individuellement de chacun. Pour moi, les trois là, tu les mets ensemble. Scholes, euh, Lampard et Gerrard. Même si je pense que des trois, celui qui était le plus fort, c'est bien sûr Paul Scholes. Paul Scholes est un peu, moi, le plus grand milieu relayeur de l'histoire du football anglais. Il savait tout faire. Défendre, attaquer, faire des passes décisives, technique, vision de jeu. Même à 33 ans, je me rappellerai toujours de ce match contre le Barça un peu à l'époque de 2008, là où ils vont gagner la Ligue des Champions, le match retour qu'il fait, incroyable, où il marque même un but là. C'était une performance de haute volée. Le seul défaut de Paul Scholes, il était rouquin. Et le fait qu'il était rouquin, qu'il ne passait pas très charismatique un peu pour les médias, il faisait pas que le truc, mais pour moi, il a été le plus grand milieu de terrain de trucs. Et aussi peut-être un accomplissement avec l'équipe nationale qu'il a arrêté très tôt à l'âge de 29 ans. Justement, après l'Euro 2004, qu'il a arrêté complètement l'équipe nationale. Et je me dis souvent, peut-être cette génération-là, s'il n'avait pas arrêté, elle aurait pu avoir quelque chose, parce que je me rappelle que le milieu de terrain, les deux milieux de terrain qu'on va parler aujourd'hui, Lampard Gerrard, c'était arrivé à marcher quand il y avait Scholes sur le côté. C'est la seule fois où j'ai vu Lampard Gerrard marcher, c'est quand il y avait Paul Scholes à côté d'eux. Quand il n'y a pas eu Paul Scholes, les gars là, les deux là n'ont jamais marché ensemble en équipe nationale. Mais rappelez-vous, en 2004, l'Euro 2004, quand Paul Scholes était mis sur le côté gauche et qu'il arrivait à être plus ou moins le lien entre les deux totaux là, c'est là où l'équipe nationale, c'est là où les deux là ont marché. Quand il y a plus Paul Scholes là, c'est là où c'était poussif. Et en plus, pour revenir même encore à Hargreaves dont je vous ai parlé du truc, la Coupe du Monde 2006, le milieu de terrain qui est le plus performant de l'équipe nationale à cette époque-là, ce n'est ni Lampard ni Gerrard, mais c'est Hargreaves. C'est Hargreaves qui fait un mondial. C'est même Hargreaves qui est même le meilleur anglais même de le mondial 2006. C'est pour ça que je vous parlais un peu de Hargreaves et autres tout là avant sa blessure, le joueur qui était. Je disais pour moi Hargreaves était même meilleur que les deux là. Et Lampard et Gerrard et autres tout. Avant sa blessure, pour moi il est même meilleur que les deux là. C'est seulement qu'il n'était pas très médiatique. Il jouait en Allemagne. Je vous ai expliqué un peu sur les joueurs et tout. Et voilà un peu, on a trop forcé sur le truc et ça me vient un peu à parler de Lampard Gerrard. Il n'y a rien à dire sur les gars. Vous connaissez leur carrière, vous connaissez le truc, on va pas faire le truc, Lampard qui est le meilleur buteur de l'histoire du Chelsea alors qu'il est un milieu de terrain très intelligent, sens du placement. C'est tout un moteur, Gerrard, sens de la passe incroyable, passe longue, surtout les passes longues qui arrivent à casser les lignes, une frappe de balle incroyable. Legacy incroyable aussi avec Liverpool où il a réussi à gagner une Ligue des Champions avec le match légendaire contre le Milan AC. Oui, rien à dire, mais en équipe nationale, ces deux-là, ça n'a jamais marché. Deux là, Lampard et Gerrard, ils n'ont jamais pu marcher. Les automatismes n'étaient pas là. On a l'impression que les gars n'arrivaient pas à truc, sauf quand il y avait Scholes à l'Euro 2004 avec eux. Le jour où Scholes est parti, les deux là n'ont jamais marché. Jamais. Et les gars là marchaient quand il y avait Scholes. Les Lampard et Gerrard et autres et tout, ils font partie des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football anglais, de l'Angleterre, il n'y a rien à dire, mais en équipe nationale, ça n'a jamais été ça. Individuellement, oui. Et tout là-bas. Mais c'est pour ça que j'ai placé les trois là ensemble, parce que j'ai toujours l'impression que si les trois là avaient joué la Coupe du Monde 2006 ensemble, là on aurait eu, ça aurait été autre chose pour l'équipe nationale. Parce que je me rappelle que le niveau, le jeu de l'équipe est devenu bancal quand Scholes est parti arrêter l'équipe nationale. S'il était à l'équipe nationale et autres et tout là, avec les Lampard et Gerrard qui montaient en ce moment là et qu'il était un peu le gars qui les monte,
Coupe du Monde 2006, ça serait différent. Mais bon, avec des si on refait le monde et tout, c'est un peu ma perspective, un peu sur les personnages. L'homme des Coupes du Monde, Gary Lineker. Lineker. Un des joueurs préférés de mon père quand j'étais petit. Gary Lineker était aussi un super attaquant. Mais c'est l'homme des... Moi, Gary Lineker, c'est l'homme des Coupes du Monde. C'est vraiment l'homme des Coupes du Monde. Là, tout que ce soit la Coupe du Monde... la Coupe du Monde 86 et la Coupe du Monde 90. Hein, lui qui est vraiment formé à Leicester, qui est un natif de Leicester, qui est un joueur de Leicester. Il avait d'abord joué pendant, je crois, 7 saisons à Leicester après de partir à Everton. Après, il a fait aussi une très grande pige un peu à Barcelone aussi, où il a eu, je crois qu'il avait gagné la Coupe des Coupes avec Barcelone, si je me trompe pas, oui, la Coupe des Coupes en 89 avec Barcelone, et autre tout, il était très 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 bon là-bas. Autre tout, le palmarès ne reflète mais absolument pas l'incroyable joueur qu'il était, vraiment un super neuf. Hein. Vous voyez un peu, on va dire un peu pour que les gens voient un peu qui est Lineker, vous voyez un peu Gamero, quelque chose comme ça un peu. Voilà, vous mettez Gamero, mais niveau 3-4 niveaux un peu au-dessus un peu. C'était ça, Gary Lineker et les épopées de l'Angleterre en Coupe du Monde 86 où il avait été meilleur buteur de la compétition et surtout de la Coupe du Monde 90 où il avait été truc. C'est ça qui fait qu'il a entré dans le cœur des Anglais. Beaucoup plus que le truc. Par rapport à sa carrière en club qui était aussi géniale, hein, même si elle n'a pas été truc. On parle de quelqu'un qui a été 3 fois meilleur buteur de première ligue, 3 fois meilleur buteur du championnat anglais, pardon, dans 3 clubs différents, que ce soit à Leicester, à Everton et à Tottenham. Il a été 3 fois meilleur buteur. Première ligue 3 fois, c'est dire, mais un style vraiment comme je dis à la Gamero là, le neuf qui sait bien les trucs, les occasions, les autres et tout, le gars qui nous a fait beaucoup mal nous au Cameroun en 90 et tout. Belle carrière dont le palmarès ne reflète pas du tout. C'est pour ça que je dis souvent les gens qui regardent les palmarès des joueurs, des trucs et tout. Si vous jugez le joueur juste le palmarès qu'il a, vous allez tomber à côté. On a Internet maintenant, on a les réseaux sociaux, on a tout ça. On peut aller faire les recherches un peu sur qui ils ont été. On a les vidéos, on a les matchs, on a les trucs. Vous allez voir qui était Gary Lineker. C'est un des joueurs emblématiques et jusqu'à encore aujourd'hui, il a gardé encore l'amour des Anglais, même en tant que, comme ils disent, pundit là, puisque c'est devenu un commun. Consultant aussi, je crois que c'est consultant pour la BBC aussi, pour le truc, il a été un consultant pendant très longtemps, pendant 16 ans, de 1999 jusqu'en 2025, il était consultant à la BBC un peu et tout là-bas. C'est comme ça qu'il a réussi à refaire un peu une autre carrière un peu dans les médias où ses avis étaient toujours très pertinents un peu sur le football. J'aime même beaucoup écouter les avis de Gary Lineker. En tout cas, une immense légende un peu du football anglais aussi, et très marquant par rapport justement à ces deux coupes du monde 86 et 90. C'est peut-être un peu trop tôt, hein. La carrière du gars n'est pas terminée. On peut dire beaucoup de choses, sa carrière n'est pas encore terminée. Il n'a que 22 ans. C'est quand même hallucinant de se dire qu'il n'a que 22 ans. Juste 22 ans, alors que j'ai l'impression que on voit son nom depuis Belle Lurette, celui-là. Même là, c'est déjà énorme, sa carrière. C'est pour ça que je le place déjà parmi les joueurs. Jude Bellingham. Jude Bellingham fait partie aussi des joueurs anglais qui m'ont le plus impressionné. Je l'appelle souvent le Yaya Touré. Le Yaya Touré un peu anglais. Quelqu'un qui est capable de tout faire. Et je pense même un peu, peut-être un peu, c'est un peu son défaut, je trouve, Jude Bellingham. Je pense que son défaut, c'est qu'il sait tout bien faire. Genre, il sait défendre, il sait attaquer, il peut jouer mieux défensif, il peut jouer mieux relayeur, il peut jouer deuxième attaquant, il peut jouer meneur de jeu. Avec sa proportion un peu dans ses mouvements de vouloir imiter son obsession de Zinedine Zidane là.
veut l'imiter dans chaque prise de balle, dans chaque truc. Tu sens qu'il veut avoir le même toucher de Zidane. Chaque fois que tu le vois toucher le ballon, tu dis bon, l'obsession qu'il a pour Zidane là, puisque c'est son idole absolue et tout là, ça se voit dans chaque toucher de balle qu'il fait là et tout. Et voilà, le gars, qu'est-ce qu'on va dire du gars, il est impressionnant. Bon, c'est vrai que cette saison, il a un peu de problèmes, ces dernières saisons, il a un peu de problèmes avec Xabi Alonso qui ne sait pas le truc. L'année passée, c'était un peu plus compliqué avec Ancelotti qui était sur le côté droit, sur le côté gauche, il ne savait pas tout parce qu'il fallait satisfaire notre ami Mbappé devant là. Cette année, il a bien commencé. Après, maintenant, il y a un peu quelques cacophonies avec apparemment des bagarres avec Xabi Alonso. Puis, entre-temps, en équipe nationale avec Tourelle aussi, apparemment, dans les derniers trucs, il y a aussi des fights aussi qui s'est passé avec le dernier match où on l'a sorti à la 50e minute. Il a fait un geste d'humeur qui n'a pas plu à Tourelle. Tourelle l'a repris en conférence de presse. Bon, voilà, c'est un peu truc, mais quand je regarde sa saison 2024 là, qui était vraiment exceptionnelle, personnellement, là, on dit Vinicius pleure le ballon d'or l'année là, mais pour moi, s'il y a bien quelqu'un qui aurait pu pleurer le ballon d'or, c'est bien lui, hein, il aurait pu avoir normalement ça, hein, le ballon d'or 2024. Entre la saison qu'il a faite là où en 2024 le Real Madrid a gagné presque tout, et il amène l'Angleterre en finale de l'Euro. Je me rappelle encore de ce match où il remarque encore le retourné là, et autres, je dirais même dans la finale, même c'était le meilleur anglais. Et tout. Dans cette équipe d'anglaise de notre Southgate là, qui n'est pas fameux en termes de style, alors qu'ils ont des talents. Je pense même que Southgate, ça c'est pire que Deschamps. Il a failli sacrifier cette génération là. Avec son style haut et tout, là, tu as des joueurs d'une génération monumentale. Parce que là, l'Angleterre, depuis 4 ans, 5 ans, ils ont une génération individuellement monumentale. Ou l'individu monumental, c'est pas comme dans les années 2010 là. Dans les années 2020 là, ils ont une génération monumentale. Il est produit un jeu bidon là, défensif et autres. Même si globalement le bilan de Southgate est positif, puisque l'équipe a fait, on va dire, demi-finale de Coupe du Monde, finale de l'Euro en 2020, quart de finale de Coupe du Monde et finale encore de l'Euro. Le bilan est positif de Southgate. Mais le style, franchement, n'était pas là. Le style, on faisait chier. Et tu peux pas avoir des Foden, des Bellingham, Harry Kane, Grealish, Rashford, s'ils sont en forme, et tous ces gars-là, Saka et autres et tout. Ils nous disent que tu vas nous produire le jeu que tu nous produis là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. Je l'aime bien. C'est un bon manager qui a fait vraiment un bon boulot. Hein. Qui lève les résultats sur le résultat propre papier, il n'y a rien à lui reprocher, hein, surtout de là où l'Angleterre venait, mais gars, ça a abusé, frère. Ah, ça a abusé, gars, ça a abusé ce que tu faisais avec cette génération là, je trouve. Et Bellingham, voilà, il a 22 ans et autres, mais c'est déjà un gars qui m'a marqué, en tout cas qui marque quand même sa génération de joueurs là et tout. Et c'est un vrai fabuleux joueur que je ne peux pas ne pas parler de lui. Même si on va dire c'est encore trop, la carrière longue et autres, tout, mais je dis, déjà ce qu'il a fait là, à cet âge là, et très tôt, c'est incroyable. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on juge sur la longueur et le truc. Mais même le palmarès, même que je regarde déjà du mec, je dis, mais il a déjà tout ça. Il a déjà tout ça et tout. Voilà, Bellingham, c'est un des grands joueurs anglais de notre époque. Et c'est impossible de ne pas en parler. Impossible aussi de ne pas parler des autres. J'ai jamais vu un mec aussi sous-coté que ce gars-là. C'est-à-dire s'il y a un mot sous-côté, c'est le visage du gars là qu'on doit sortir. Sous-côté et malchanceux même en plus. Il y a un peu un côté balak aussi ce gars. Harry Kane. Déjà, on va faire un peu un récapitulatif sur Harry Kane. Harry Kane est le meilleur buteur de la sélection anglaise. Il a 78 buts, il est le meilleur buteur de la sélection anglaise.
Harry Kane est le meilleur buteur anglais en Ligue des Champions avec 44 buts. Harry Kane est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Harry Kane est le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham, devant Jimmy Gibbs. Harry Kane a amené Tottenham en finale de Ligue des Champions. Harry Kane, là, actuellement au Bayern, il a 73 apparitions, il a marqué 75 buts. Ouais, cette saison-là, les trucs de Bayern, là, de Harry Kane, là, c'est saison de Ballon d'Or. Hein. Personne ne parle de Harry Kane, ce qu'il est en train de faire cette saison-là. Personne ne check, personne ne truc. On nous parle Mbappé, tout. On ne check pas Harry Kane. Ah, il est en Allemagne. Harry Kane. Moi, je veux dire, Harry Kane n'a rien à envier à Benzema. Je dirais même, Harry Kane a été bien plus constant que Benzema dans les années 2010-2020, là. Parce que Benzema, c'est seulement que ces 2 dernières années ont été à un niveau oufissime avec la saison, les deux dernières saisons qu'il a fait avec le Real, ces 3 dernières saisons qu'il a fait avec le Real Madrid. Mais Harry Kane, nom de Dieu, il n'a rien à envier à Benzema. Harry Kane joue comme Benzema déjà. C'est-à-dire des joueurs qui sont des neufs, mais qui participent au jeu, qui font des passes décisives, qui ont une vista et autres et tout. D'ailleurs, même à un moment donné, il devait venir au Real Madrid, si je me souviens bien. Harry Kane, Benzema, c'est le même joueur, c'est les mêmes joueurs. Je dirais même encore, Harry Kane même était même un peu plus fort que Benzema, d'ailleurs. C'est seulement qu'on a la saison 2022 avec le finish de la Ligue des Champions de ouf de Benzema, mais même la Ligue des Champions d'Harry Kane, là où il amène à Tottenham en finale. Tottenham est parti en finale de Ligue des Champions. Tottenham est allé en finale de Ligue des Champions. Vous vous rendez compte? Tottenham. Son seul truc, c'est qu'il a perdu des finales et autres et tout. Et même avec l'équipe d'Angleterre. On pouvait dire, bon, en équipe d'Angleterre, il n'a jamais été. Il a été performant dans chacune des compétitions internationales de l'Angleterre. 2018, c'est l'alpha et l'oméga de l'Angleterre. Dans ce style pourri de Southgate, là. C'est l'alpha et l'oméga de l'Angleterre. Il est meilleur buteur du mondial l'année là. Et l'Angleterre va en demi-finale et ils perdent contre la Croatie de manière un peu truc où ils n'arrivent pas à gérer le match et autres et tout. Normalement, ils devaient rencontrer la France en finale. 2020, il est encore prépondérant avec l'équipe. Malchance, l'équipe encore perd au tir au but à la finale de l'Euro. 2022, le match contre la France. Si vous regardez le match contre la France, il n'y a pas photo. Bellingham et Harry Kane nous font la misère. Bellingham ils font la misère. Sans Griezmann incroyable. Ce match-là, la France ne se passe pas. Et en plus, on a des pénaltys. Il rate encore le pénalty. 2024, pareil. C'est-à-dire, il a été prépondérant dans toutes les compétitions internationales. C'est marqué, ce n'est jamais allé vraiment au bout. Mais il a été prépondérant et autres et tout. C'est un immense joueur anglais, le gars là. C'est un immense joueur même de cette époque. Trop sous-côté. Son seul défaut, c'est la gueule qu'il a là. S'il avait une gueule à la David Beckham et autres et tout là, je pense que avec les sponsors et autres et tout, il y aurait un plus grand engouement encore sur l'immense joueur que le gars là a été. Et c'est seulement la gueule là qu'il a là. Il a l'air d'un monsieur là qui a ouvert son pub là à Brighton et autres et tout et qui va servir les peuples là, peut-être d'un barman. Mais sinon, franchement, c'est un joueur extraordinaire de notre époque. Extraordinaire de notre époque. Je me sors même du côté anglais là, parce que le boy là, je n'ai jamais vu un boy aussi sous-côté que le gars là. Sous-côté là, c'est même pas, c'est top tier. Best player. Top tier best player. Le meilleur anglais même le meilleur joueur anglais même de cette époque. Mais le mec, il a la gueule. Ouais, il n'a pas la gueule à la Jude Bellingham. Il va pas enchanter les médias. Il est monsieur tout le monde. Tu vois, même quand il est marié avec sa fiancée, avec qui ils se sont rencontrés tout jeunes dans le camp de trucs de David Beckham là. C'est petit, tu vois, c'est simple. C'est un simple guy.
Donc, ça fait pas exciter les sponsors. Les sponsors, quand ils voient ça, ils disent, bon, ton gars là, et autres, je ne sais pas, est-ce qu'il va faire rêver les boys ici, là? Ah, il fait pas rêver les boys. Mais quand tu regardes le style de jeu qu'il a, technique, vista, vision de jeu, le mec il est capable de jouer 9, il est capable de jouer 10, il redescend au milieu de terrain, le gars élimine 2-3, il fait une passe qui casse les lignes, les trucs. C'est comme Benzema, hein. Quand vous voyez Benzema jouer, Harry Kane, Benzema, il joue pareil. Tac, 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 il vient, il marque, et trucs. Arrêtez. Moi, je me rappelle, je dis la Coupe du Monde 2018, je dis, mais c'est lui qui est l'alpha et l'oméga de l'équipe. C'est lui qui fait tout. Là, il a combien de buts en Coupe du Monde? Je pense qu'il en a 10 déjà. Et il risque de venir même dans cette prochaine Coupe du Monde parmi les meilleurs, le top 10 des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Il en a combien? Il en a marqué 6, il en a marqué Coupe du Monde 2024, il en a marqué 3 ou 4, non? Si je ne me trompe pas. Il en a marqué 3 ou 4, il a 9 buts en Coupe du Monde déjà. Et toutes les compétitions, les dernières compétitions internationales, Harry Kane est toujours prépondérant. Mais pas au truc là. Il n'a pas eu le truc de Wayne Rooney que, à part l'Euro 2004, Wayne Rooney n'a rien fait en compétition internationale. Non, mais toutes les compétitions internationales de l'Angleterre, il est prépondérant. Tous. Jusqu'à aujourd'hui encore, du touche du bois, encore le Coupe du Monde 2024, tous les compétitions là. Ce gars est sous-côté, frère. Waouh, vous sous-côté ce mec. Vous sous-cotez ce mec à un niveau monumental. J'ai jamais vu un mec autant sous-coté de l'histoire du foot. C'est même pire que... c'est pire que Scholes à son époque. Hein. Ah, je le dis. Hein. Parce que lui, là, franchement, c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire un des meilleurs attaquants de cette époque. 2010-2020. Hands down. Il a joué à Tottenham, il a joué au truc. Harry Kane, hein. God bless. Moi, je ne veux pas te sous-côté comme ils le font là, parce que c'est n'importe quoi ce qu'on fait à un gars comme ça. C'est n'importe quoi. Tu es un des plus grands joueurs de l'histoire de ton pays. Ils te font un délit de faciès que j'ai rarement vu, frère. On te fait un délit de faciès que j'ai rarement vu là. Et moi, je ne joue pas avec ces conneries là. Tu es un incroyable joueur. Et même là-bas au Bayern, tu montres déjà que... c'est rien en Ligue des Champions cette année là, vous risquez de prendre la Ligue des Champions cette année là, parce que le Bayern est bien parti pour prendre ça cette année là. PSG est top, le truc est top et tout, mais le Bayern cette saison de compagnie là, ouf, je ne vois pas quelqu'un qui va les déloger sans je touche du bois, mais les gars là vont partir ramasser tranquillement cette Ligue des Champions cette année, sans s'il n'y a pas d'accident. Le Spice Boy, David Beckham. David Beckham, qui est un joueur assez compliqué maintenant à analyser un peu avec le temps passant. Certains mauvaises langues disent qu'il était qu'une marque. D'autres disent qu'il était surcoté. Et moi, je considère qu'il est l'un des les plus importants aussi de son époque, même si ok, ça n'était pas le talent de Gascoigne, ok, c'était pas le truc, mais sur le milieu droit et le pied droit qu'il avait dans la manière de plus ou moins contrôler le jeu de Manchester, le grand Manchester des années 90, Beckham était incroyable, hein. Le tout, oui, c'était pas Gascoigne, oui, c'était pas Paul Scholes, oui, c'était pas Jude Bellingham, oui, et autres et tout, mais le pied droit et autres tout, pas seulement les coups francs, mais le pied droit, ça, son volume de jeu, son truc et tout, ça fait que c'est vrai que quand tu le regardes, maintenant tu regardes dans les images et autres et tout, c'est vrai que ça n'a pas l'air impressionnant comme ça, mais il fut un des joueurs les plus importants aussi de son époque aussi, et je pense aussi une icône mondiale aussi footballistique, puisque sa femme avait réussi à créer une forte... c'est sa femme qui l'a transformé un peu en icône mondiale, comme ça, là, avec le fait de se rapprocher du monde de la mode. C'est comme ça qu'il a réussi à construire l'image et la marque Beckham, un peu qui est mondiale jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui et tout. Un palmarès incroyable. Hein. On parle de quelqu'un qui a gagné
6 fois la Première Ligue, qui a fait le triplé en 99, Ligue des Champions, Coupe intercontinentale. C'est quelqu'un qui, même en 99, aurait pu être Ballon d'Or. Il était deuxième au Ballon d'Or en 99. Je sais même pas pourquoi on ne lui a pas donné cette année-là. On a donné à Rivaldo. Je n'ai pas compris pourquoi on a donné à Rivaldo en 99. Même si bon, ça fait pas tâche d'avoir Rivaldo Ballon d'Or, mais je pense que globalement, ça devait être. Il a été un joueur, super joueur et autres et tout. Et quelqu'un qui est un incroyable businessman qui a réussi à vraiment transfigurer. Je dis même, il est même en train même de révolutionner même le football américain. Comme il est président du l'Inter Miami, même la manière dont le football américain est en train de se penser, les idées dans les centres de formation du football américain, c'est beaucoup David Beckham qui le fait pour sortir un peu du cadre un peu de ça. Il a par exemple, mais avant, il n'y avait pas de centre de formation dans les équipes américaines de foot. Maintenant, il y en a beaucoup plus impulsé vraiment par des idées de David Beckham un peu par rapport à son club l'Inter Miami où il a créé un centre de formation et plus ou moins les clubs commencent à comprendre que hey, si on veut être performant, si on veut des on doit créer des centres de formation pour former des jeunes qui vont être peut-être dans les clubs et plus ou moins on pourra faire des trucs. Et il participe beaucoup à l'élaboration vraiment du football anglais. Et tout. C'est pour ça que son transfert à Los Angeles Galaxy, du Real Madrid à Los Angeles, était peut-être très choquant en termes de sportivité, mais très intelligent en termes de business et de business et de point de vue commercial après carrière là, ça c'est il a vraiment pensé son après carrière truc et là-bas aux États-Unis il cartonne de fou hein. Même sa femme aussi qui a une incroyable patte aussi dans le monde de la mode aussi toutes les devenues une icône. Vraiment ce couple là c'est pas pour rien qu'ils sont là 30 ans après encore, c'est une machine qui marche. C'est vraiment une machine qui marche là. Ferguson disait que cette femme là lui détourne du foot. Moi je dis cette femme là a fait de Beckham plus qu'un joueur de foot. Elle avait compris que le football, ça ne dure pas longtemps. Moi, je vais faire en sorte que tu sois une marque et autres. Et tout. Regardez comment la marque maintenant. Mais si on revient sur le plan footballistique, le truc, son passage au Real Madrid, il était revenu plus ou moins au milieu de terrain, en tant milieu défensif et tout. Il n'était pas si mal aussi. Mais David Beckham, c'est avant tout c'est un joueur de son époque, c'est un joueur anglais de son époque là. C'est vrai que bon, moi j'aime beaucoup plus parler de Scholes, j'aime beaucoup plus parler de Gascoigne, j'aime beaucoup plus parler d'autres joueurs qui ont été un peu plus marquants à mes yeux que lui. Mais c'est indéniable, c'est indéniable qu'il faut quand même parler d'un personnage comme ça parce qu'il a été important un peu dans le monde du football dans les années 90 et surtout aussi pour l'Angleterre. Bref, c'était plus ou moins mon sujet là. Il y aurait tellement de gars que j'aurais pu citer, hein. J'aurais pu citer John Barnes, j'aurais pu citer tellement de joueurs un peu anglais dans le truc là-bas. N'hésitez, mais vous, quels sont vos joueurs anglais préférés un peu de l'histoire? N'hésitez pas aussi à m'éduquer un peu sur les joueurs anglais qui vous ont marqué et tout. C'était mon goût de best. Quand on me demande qui est le meilleur anglais de l'histoire, pour moi, je me citerais toujours Bobby Charlton. Je sais pas, j'ai plus l'impression que Bobby Charlton est un peu plus marquant dans l'histoire du football anglais que tous les autres, un peu, dans ce qui renvoie. Mais n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à mettre des trucs. Merci encore pour ce sujet Patreon. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.